Avez-vous déjà remarqué que vos relations semblent se répéter, inlassablement, des personnes différentes, des visages différents, des noms différents, mais la même dynamique, le même type de souffrance, le même schéma de comportement, le partenaire qui vous abandonne émotionnellement, l'ami qui vous trahit, le chef qui vous dévalorise, le membre de la famille qui vous critique, et vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi ?» La plupart des gens pensent que c'est de la faute à pas de chance, qu'ils sont nés sous une mauvaise étoile, que le sort s'acharne contre eux. Mais Jung a découvert quelque chose de bien plus troublant, et Huberman l'a confirmé avec la neuroscience. Vous n'attirez pas ces personnes par hasard. Vous les recherchez inconsciemment. Votre cerveau a été programmé durant les premiers mois de votre vie pour reconnaître et s'approcher de schémas spécifiques. Et il continue de le faire, vie après vie, relation après relation, sans que vous ayez la moindre idée de ce qui se passe. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous continuez de rencontrer les mêmes personnes dans des vies différentes et, plus important encore, je vais vous montrer comment briser ce cycle infernal. Jung appelait ce phénomène la compulsion de répétition. Et il n'a pas inventé le terme. C'est Freud qui l'a utilisé le premier, en 1914. Mais Jung a approfondi le concept, beaucoup plus. Freud pensait que nous répétions des schémas traumatiques dans une tentative inconsciente de les résoudre. C'était comme si l'esprit restait prisonnier d'un problème non résolu et continuait d'essayer de le solutionner, en répétant la même situation, en espérant un résultat différent. Jung était d'accord, mais il voyait quelque chose de plus. Il a réalisé que la répétition ne concernait pas seulement les traumatismes individuels. Elle concernait des schémas archétypiques, des structures profondes de la psyché qui existent chez tous les êtres humains. Le père absent, la mère critique, l'amant qui abandonne, l'ami qui trahit. Ces schémas existent dans ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Ce sont comme les sillons d'un vieux vinyle. Quand l'aiguille de votre vie rencontre l'un de ces sillons, elle a tendance à suivre le chemin déjà tracé. Et le plus perturbant, ces sillons ont été gravés avant même que vous ayez conscience de vous-même. Huberman et d'autres neuroscientifiques l'ont confirmé de manière frappante. Les études de neuroimagerie montrent que les schémas d'attachement se codifient dans les circuits neuronaux vers l'âge de 12 à 18 mois, totalement hors de la conscience, en mémoire implicite. Cela signifie que vous ne vous en souvenez pas. Vous n'avez pas accès consciemment à ces souvenirs, mais ils sont là. Ils opèrent. Ils façonnent chaque relation que vous avez. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne dans la pratique. Imaginez un enfant dont le père était émotionnellement indisponible. Il était présent physiquement, mais jamais vraiment connecté. L'enfant apprend, inconsciemment, que l'amour signifie distance émotionnelle, que l'intimité est quelque chose que vous poursuivez, mais que vous n'atteignez jamais. Cet enfant grandit, devient adulte et commence à se relier aux autres. À votre avis, que va-t-il se passer? Il va être attiré par des personnes émotionnellement indisponibles. Pas parce qu'il aime souffrir, mais parce que son cerveau reconnaît ce schéma comme familier, comme un foyer, comme de l'amour. Et quand quelqu'un émotionnellement disponible apparaît, quelque chose d'étrange se produit. La personne ressent un inconfort. Elle sent que quelque chose ne va pas. Cela ne ressemble pas à de l'amour. Et inconsciemment, elle sabote la relation ou s'éloigne. Le cerveau préfère le familier au sain. C'est ça, le problème. Jung expliquait cela à travers le concept de complexe. Un complexe, dans la psychologie jungienne, est un nœud de pensées et de sentiments organisés autour d'un thème central. Le complexe du père, le complexe de la mère, le complexe du héros, le complexe de la victime. Chaque complexe fonctionne comme une personnalité autonome à l'intérieur de vous. Quand il est activé, il prend le contrôle. Vous agissez, vous sentez, et vous pensez de manière qui ne vous ressemble pas. Et après, vous vous demandez « Pourquoi ai-je fait ça ?» Avez-vous déjà eu l'expérience de réagir de manière disproportionnée à une situation? Quelqu'un dit quelque chose d'inoffensif
et vous explosez, ou quelqu'un fait un commentaire et vous vous refermez complètement, ou vous tombez éperdument amoureux de quelqu'un que vous connaissez à peine. Ce sont des complexes qui sont en train de s'activer. Et voici la partie cruciale. Les complexes recherchent activement des situations qui les activent. Ils veulent être déclenchés. Et le plus effrayant, ils parviennent à détecter, chez les autres, les complexes complémentaires. La personne avec un complexe de victime trouve la personne avec un complexe d'agresseur. La personne avec un complexe de sauveur trouve la personne qui a besoin d'être sauvée. La personne avec un complexe d'abandon trouve la personne qui va l'abandonner. Ce n'est pas de la magie. C'est de la neurologie. Votre cerveau est constamment en train de scanner l'environnement, à la recherche de signaux, qui correspondent au schéma stocké, micro-expression faciale, ton de la voix, langage corporel, choix des mots. Tout cela est traité en millisecondes, hors de la conscience. Et quand votre cerveau détecte un schéma familier, il génère une sensation. Vous connaissez cette sensation. Elle est décrite comme une alchimie, une connexion instantanée, le coup de foudre. Mais, souvent, ce n'est pas de l'amour. C'est la reconnaissance d'un schéma traumatique. Calmez-vous, parce que ça devient encore plus profond. Jung avait une phrase, que je considère comme l'une des plus importantes, qui n'a jamais été écrite sur la psyché humaine. Il a dit: quand une situation interne n'est pas rendue consciente, elle se produit à l'extérieur, comme destin. Relisez ça. Quand vous ne devenez pas conscient d'un schéma interne, il se manifeste extérieurement. Vous attirez des personnes et des situations qui reflètent ce qui est à l'intérieur de vous. Et vous appelez ça le destin, le karma, la mauvaise étoile. Mais ce n'est rien de tout ça. C'est votre inconscient qui projette vers l'extérieur ce que vous ne parvenez pas à voir à l'intérieur. C'est le mécanisme derrière ce que de nombreuses traditions spirituelles appellent les liens karmiques. Des personnes qui semblent entrer dans votre vie avec un but, pour vous enseigner quelque chose, pour résoudre quelque chose du passé. Jung n'utilisait pas de langage spirituel, mais il comprenait le phénomène. Ces personnes ne vous rencontrent pas par hasard. Vous les attirez, inconsciemment, pour compléter des schémas non résolus. Et la seule façon d'arrêter d'attirer, c'est de rendre conscient ce qui est inconscient. Huberman a abordé ce thème dans une série d'épisodes, avec le Dr Paul Conti, psychiatre de Stanford. Ils ont discuté précisément de ce phénomène, de la compulsion à la répétition. Conti a expliqué que la compulsion à la répétition n'est pas un choix conscient. Elle est motivée par un besoin interne de résoudre ce qui est resté non résolu. La personne qui a été abandonnée dans l'enfance recherche inconsciemment des relations où elle sera abandonnée à nouveau, pas parce qu'elle veut souffrir, mais parce qu'une partie d'elle croit que cette fois, ce sera différent. Cette fois, elle réussira à empêcher l'abandon. Cette fois, elle prouvera qu'elle est digne d'être aimée. Et, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'elle choisit exactement les personnes qui vont l'abandonner. Le schéma se répète, et elle conclut que le problème, c'est elle, qu'elle ne mérite pas l'amour. Mais le problème, ce n'est pas elle, c'est le schéma inconscient qui guide ses choix. Antoine Conti a également fait une observation cruciale. La partie émotionnelle du cerveau, le système limbique, ne traite pas le temps de la même manière que le cortex. Pour le système limbique, le trauma d'il y a 30 ans est toujours en train de se produire. Il est toujours présent. Il est toujours maintenant. C'est pourquoi la réaction émotionnelle à certains déclencheurs est si intense. Elle n'est pas proportionnelle à la situation actuelle. Elle est proportionnelle au trauma originel. Le cerveau réagit comme s'il était encore cet enfant de 2 ans qui a été abandonné, ou négligé, ou critiqué. Et chaque fois que le schéma se répète, chaque fois que vous rencontrez une autre personne qui vous traite de la même manière, le cerveau reçoit une confirmation. Tu vois? C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les gens te traitent. C'est ce que tu mérites. Le schéma se renforce à chaque répétition. Un peu comme les sillons d'un vieux vinyle, il se grave plus profondément à chaque passage. Jung le savait. Il a écrit abondamment sur la façon dont les complexes gagnent en énergie
à chaque activation, plus un complexe est déclenché, plus il devient fort, plus il devient autonome, plus il est capable de prendre le contrôle. Et la personne se retrouve de plus en plus prisonnière du cycle, comme piégée par une mauvaise étoile. Mais il existe une issue, et elle passe par un processus que Jung appelait l'individuation, un peu comme une alchimie intérieure. L'individuation est le processus de devenir entier, d'intégrer toutes les parties de soi-même, y compris les parties qui ont été réprimées, niées ou oubliées, de ramener l'inconscient à la conscience. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Les schémas perdent leur pouvoir, les complexes perdent leur autonomie, vous arrêtez d'être contrôlé par des forces que vous ne comprenez pas, et vous commencez à faire des choix véritablement libres. Mais le processus n'est pas facile, il est douloureux, parce que cela signifie confronter exactement ce que vous avez passé votre vie entière à éviter. C'est un véritable chemin de croix. Cela signifie regarder les relations qui vous ont le plus blessé et demander « Qu'est-ce que je recherchais? Quel schéma était à l'œuvre? Quel complexe a été activé ?» La plupart des gens ne veulent pas faire ce travail. Il est plus facile de blâmer l'autre. Il est plus facile de dire que le problème est le partenaire abusif, l'ami traître, le patron toxique. Bien sûr, ces personnes ont une responsabilité pour ce qu'elles ont fait. Mais la question que Jung poserait est « Pourquoi avez-vous choisi exactement cette personne? Quel lien karmique vous unissait à elle ?» Lorsque vous répondez honnêtement à cette question, vous commencez à trouver les schémas. Et lorsque vous trouvez les schémas, vous pouvez commencer à les changer. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la neuroscience moderne valide cela. Des recherches récentes sur la plasticité neuronale montrent que les circuits d'attachement, bien que formés très tôt, peuvent être modifiés. Le cerveau adulte conserve la capacité de créer de nouvelles connexions et d'affaiblir les anciennes. C'est ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité, une véritable renaissance neuronale. Mais il existe un détail crucial. Le changement ne se produit pas seulement par la compréhension intellectuelle. Vous pouvez parfaitement comprendre vos schémas et continuer à les répéter. Le changement doit se produire au niveau émotionnel, au niveau du système limbique. Et cela requiert des expériences, pas seulement des insights. Et c'est là que la chose devient intéressante. Habermas a discuté dans plusieurs épisodes de la façon dont le cerveau apprend et désapprend les schémas émotionnels. Le processus implique ce qu'il appelle la reconsolidation de la mémoire. Lorsqu'une mémoire émotionnelle est activée, il existe une fenêtre de temps pendant laquelle elle peut être modifiée. De nouvelles informations peuvent être intégrées, et la mémoire peut être reconsolidée de manière différente. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'éviter les situations qui déclenchent vos complexes. Vous devez les affronter, mais les affronter de manière consciente, avec des ressources que vous n'aviez pas avant. C'est exactement ce que la thérapie jungienne fait. Elle ne vous enseigne pas à éviter vos schémas. Elle vous enseigne à les reconnaître pendant qu'ils sont en train de se produire. Et dans ce moment de reconnaissance, vous avez un choix que vous n'aviez pas avant. Le complexe sera toujours activé. Le schéma sera toujours déclenché. Mais maintenant, il existe un observateur conscient, une partie de vous qui sait ce qui se passe. Et cette partie peut choisir de répondre différemment. Avec le temps, avec la répétition, la nouvelle réponse devient plus forte que l'ancienne. Le circuit neuronal change. Et vous arrêtez de répéter le même schéma. Vous brisez la fatalité. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce processus ne se produit pas une fois et c'est fini. Ce n'est pas comme prendre une pilule et être guéri. Les schémas les plus profonds prennent des années à être modifiés. Et même après des années de travail, ils peuvent être réactivés dans des moments de stress. Comme les fantômes du passé qui ressurgissent, Jung était honnête à ce sujet. Il a dit que l'individuation est le travail de toute une vie. Ce n'est pas une destination que vous atteignez. C'est un processus continu. Mais chaque pas dans ce processus vous donne plus de liberté, plus de capacité de choix, moins de répétition automatique des mêmes schémas. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que Jung a découvert sur les relations les plus intenses de notre vie.
Il a réalisé que les personnes qui nous affectent le plus, qui nous perturbent le plus, qui nous attirent le plus, sont celles qui portent des parties de nous-mêmes que nous nions. C'est le concept de projection. Lorsque vous rejetez une partie de vous-même, vous la projetez vers l'extérieur, vous la voyez chez les autres, et vous réagissez intensément à elle. Si vous avez réprimé votre colère, vous serez incommodé par les personnes colériques. Si vous avez réprimé votre vulnérabilité, vous serez attiré par les personnes vulnérables. Si vous avez réprimé votre sexualité, vous serez fasciné ou repoussé par les personnes sexuellement ouvertes. Et voici le plus profond, la personne qui vous attire irrésistiblement. Cette alchimie inexplicable porte souvent votre ombre, les parties de vous que vous n'acceptez pas. C'est pourquoi ces relations sont si intenses. Il ne s'agit pas seulement de l'autre personne. Il s'agit de vous retrouvant avec des parties perdues de vous-même. Jung appelait cela la conjunctio, l'union des opposés. Et il voyait dans les relations romantiques une opportunité d'intégration profonde. Mais il en voyait aussi le danger. Parce que si vous ne prenez pas conscience de la projection, vous restez pris au piège, accro à l'autre personne comme si elle était une drogue. Et la vérité est que elle l'est. Du point de vue neurologique, l'amour romantique active les mêmes circuits de récompense que des drogues comme la cocaïne. La dopamine grimpe en flèche. Le cerveau est en état d'obsession. Et quand la personne s'éloigne, le sevrage est réel. Huberman et Anna Lemke ont discuté de cela dans des épisodes sur la dopamine. Le cycle de désir et de récompense peut créer une dépendance. Et la dépendance émotionnelle à une personne fonctionne exactement comme la dépendance à une substance. Maintenant, imaginez cela combiné avec des complexes et de la projection. Vous êtes accro à quelqu'un qui représente des parties réprimées de vous-même. L'intensité est presque insupportable, et quand ça se termine, la douleur est dévastatrice. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez utiliser cette intensité pour la croissance, la douleur de la rupture. Au lieu d'être seulement de la souffrance, devient matière à intégration. Que représentait cette personne? Qu'est-ce que je projetais? C'est l'opportunité de casser la fatalité. Qu'est-ce que je dois récupérer en moi-même? Quand vous vous posez ces questions, la relation, même terminée, continue de vous servir. Vous extrayez de la sagesse de la souffrance. Et la prochaine fois, vous attirez à partir d'un lieu plus intègre. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Une femme a passé sa vie à se lier à des hommes indisponibles, tous, de différentes manières, avaient des difficultés avec l'engagement, la présence émotionnelle, l'intimité réelle. Elle a commencé une thérapie jungienne et a commencé à enquêter sur ce schéma. Elle a découvert que son père était exactement comme ça, présent physiquement, absent émotionnellement. Et elle avait appris, avant l'âge de 2 ans, que l'amour signifiait absence. Mais elle a découvert quelque chose d'autre. Elle avait elle-même réprimé sa capacité de présence. Elle avait peur de l'intimité. Elle avait du mal à s'engager. Elle projetait sur les hommes exactement ce qu'elle n'acceptait pas en elle-même. Quand elle a intégré cela, quand elle a reconnu sa propre indisponibilité, quelque chose a changé. Elle a cessé d'avoir besoin que l'autre représente cette partie. Elle a cessé d'être attirée par l'absence. La relation suivante a été différente. Pas parce qu'elle a eu de la chance, mais parce qu'elle a changé. C'est ça, le pouvoir de la conscience. Carl Jung a dit quelque chose qui résume tout cela. Qui regarde dehors rêve, qui regarde dedans s'éveille. Tant que vous regardez dehors, en blâmant les gens qui vous ont blessé, vous êtes en train de rêver. Vous êtes dans un cycle répétitif, qui ressemble au sort, mais qui est un schéma. Quand vous regardez dedans, en investiguant ce qui, en vous, attire ces schémas, vous vous éveillez, et dans cet éveil, vous gagnez la liberté de choisir. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole pratique qui unit Carl Jung et Andrew Huberman. Première étape, cartographiez vos relations répétitives. Prenez du papier et un stylo. Listez les 5 relations les plus significatives de votre vie. Romantique, amitié, familiale, professionnelle, n'importe laquelle qui vous a marqué profondément. Pour chacune, écrivez
Quel était le schéma principal? Comment cette personne m'a-t-elle traité? Comment me sentais-je dans cette relation? Ensuite, cherchez le dénominateur commun. Qu'est-ce que toutes ces relations ont en commun? Ça peut être l'abandon, ça peut être la critique, ça peut être le contrôle, ça peut être la distance émotionnelle, ça peut être un drame intense. Ce dénominateur commun est votre schéma, et il n'est pas à propos des autres. Il est à propos de vous. Deuxième étape, identifiez l'origine. Maintenant, pensez à votre enfance. Qui vous traitait de cette façon? Où avez-vous appris que ce schéma était de l'amour? Était la normalité? Était ce que vous méritiez? Pas besoin d'un trauma dramatique. Ça peut être quelque chose de subtil. Une mère qui critiquait parce qu'elle voulait le meilleur. Un père qui était présent mais déconnecté. Un frère qui était en compétition et vous dénigrait. Le schéma s'est installé tôt, et votre cerveau l'a codifié comme familier, comme sûr, même si c'était douloureux. Troisième étape, reconnaissez le complexe. Quand vous identifiez le schéma et son origine, vous êtes en train de cartographier le complexe. Ça peut être le complexe d'abandon, le complexe de dénigrement, le complexe de rejet. Peu importe le nom, l'important, c'est de reconnaître qu'il existe une structure autonome opérant en vous et que cette structure va continuer d'être activée. La différence, c'est que maintenant, vous savez qu'elle existe. Quatrième étape, observez en temps réel. C'est l'étape la plus difficile. Quand vous êtes dans une relation ou une situation qui active le complexe, essayez d'observer ce qui est en train de se passer. Notez les sensations dans votre corps. Notez les pensées automatiques. Notez l'envie de réagir de façon habituelle. N'essayez pas de changer quoi que ce soit au début. Observez juste. Apportez de la conscience au processus automatique. Avec le temps, cette observation crée un espace, un moment de choix entre le déclencheur et la réaction. Et c'est dans cet espace que la liberté existe. Cinquième étape, choisissez une réponse différente. Quand vous avez l'espace, expérimentez en répondant différemment. Si votre schéma est de vous fermer, expérimentez en vous ouvrant. Si votre schéma est de poursuivre, expérimentez en donnant de l'espace. Si votre schéma est d'attaquer, expérimentez en exprimant de la vulnérabilité. La nouvelle réponse va paraître étrange, inconfortable. Votre cerveau va résister. Mais chaque fois que vous choisissez différemment, vous êtes en train de créer un nouveau circuit neuronal, en affaiblissant l'ancien. Sixième étape, cherchez du soutien. Ce travail est difficile à faire seul. Carl Jung était catégorique à ce sujet. Il disait que la transformation profonde nécessite généralement une relation, un thérapeute, un mentor, un groupe de soutien, quelqu'un qui puisse refléter vos schémas, qui puisse vous montrer ce que vous ne pouvez pas voir, qui puisse vous offrir une expérience relationnelle différente de celle que vous connaissez. La neuroscience confirme cela. Des recherches montrent que des relations SRES peuvent littéralement reconnecter les circuits d'attachement. Le cerveau apprend de nouveaux schémas grâce à de nouvelles expériences relationnelles. Septième étape, soyez patient avec le processus. Carl Jung mettait en garde contre la tentation de vouloir des résultats rapides. Nous vivons dans une culture de solutions instantanées. Nous voulons la pilule qui résout, la méthode qui fonctionne en 7 jours, la technique qui transforme tout immédiatement. Mais la psyché ne fonctionne pas comme ça. Les schémas que vous portez ont été installés au fil des années, ont été renforcés par des milliers de répétitions, sont profondément enracinés dans vos circuits neuronaux. Les changer prend du temps, requiert de la patience, exige de la persistance, même quand il semble que rien ne se passe. Andrew Huberman a discuté de cela dans des épisodes sur la neuroplasticité. Il a expliqué que le changement neuronal se produit en 2 phases. La première phase, c'est de l'agitation, du malaise, une sensation que rien ne fonctionne. La deuxième phase, qui peut venir des jours ou des semaines plus tard, c'est la consolidation, quand le nouveau circuit se fortifie et que le changement se stabilise. Beaucoup de gens abandonnent dans la première phase. Ils pensent que ça ne fonctionne pas. Ils retournent aux schémas anciens et ils perdent l'opportunité d'un changement réel.
Le message, c'est « continuez », même quand cela semble inutile. Le travail est en train de se produire, même quand vous ne le percevez pas. Il existe un autre phénomène que Carl Jung a documenté extensivement. Il a perçu que les schémas de relations n'affectent pas seulement la personne qui les porte. Ils se transmettent de génération en génération. La mère qui a été abandonnée porte ce schéma et, sans le percevoir, le transmet à sa fille. Le père qui a été critiqué transmet le schéma de critique à son fils, et ainsi de suite, génération après génération. La neuroscience moderne a validé cela de façon surprenante. Des recherches publiées en 2024 dans la revue Communication Psychology ont montré que les schémas d'attachement sont littéralement transmis à travers l'interaction mère-bébé. Les comportements de la mère organisent la disponibilité de l'ocytocine dans le cerveau du bébé. Et cela façonne la capacité de l'enfant à former des liens pour le reste de sa vie. Plus impressionnant encore, ces schémas peuvent être transmis à la génération suivante. Ce qui a été expérimenté par votre grand-mère peut affecter vos relations aujourd'hui. Jung n'avait pas accès à la neuroimagerie, mais il l'a intuité. Il parlait de l'inconscient collectif comme d'un réservoir d'expériences accumulées au fil des générations. Pas seulement des expériences individuelles, mais des expériences de l'espèce humaine. Les archétypes qu'il a cartographiés, le père, la mère, le héros, l'ombre, sont des structures que nous portons tous en nous, héritées, transmises, opérant hors de la conscience. Cela peut sembler désespérant. Si les schémas viennent de générations antérieures, comment puis-je les changer? Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez être le maillon qui brise la chaîne. Lorsque vous faites le travail d'intégration, lorsque vous rendez conscient ce qui était inconscient, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous guérissez votre lignée, interrompant la transmission, donnant à vos enfants et petits-enfants la chance de commencer différemment. Jung voyait cela comme un travail sacré, pas seulement individuel, mais collectif. Chaque personne qui intègre son ombre contribue à l'évolution de la conscience humaine. Et la neuroscience le confirme. Des relations sécures peuvent réparer des schémas d'attachement insécures. Non seulement chez la personne qui les reçoit, mais dans la façon dont elle va se relier aux autres. Le cycle peut être brisé. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui illustre cela. Un homme venait d'une famille où la colère était interdite. Son père était violent. Et la réponse de la famille a été de réprimer toute expression de colère. Si vous montriez de la colère, vous étiez puni. Si vous ressentiez de la colère, c'était mal. Cet homme a grandi incapable d'exprimer une colère saine. Mais la colère ne disparaissait pas. Elle restait accumulée et se manifestait de formes distordues. Sarcasme, critique passif-agressif, explosion apparemment inexplicable. Et bien sûr, il attirait exactement les personnes qui activaient sa colère, des partenaires qui le provoquaient, des patrons qui le manquaient de respect, des amis qui dépassaient les limites. Quand il a commencé à faire un travail jungien, il a découvert que ce n'était pas une coïncidence. Son inconscient amenait ces personnes pour forcer une confrontation, pour qu'ils finissent par gérer la colère réprimée. Le processus a été douloureux. Il a dû ressentir des décennies de colère accumulée. Il a dû apprendre à l'exprimer de façon saine. Il a dû confronter l'interdiction familiale qu'il avait intériorisée. Mais quand il a fait cela, sa vie a changé. Il a arrêté d'attirer des provocateurs. Il a arrêté d'accumuler du ressentiment. Il a appris à poser des limites de façon claire et directe. Et plus important encore, il a brisé le cycle. Ses enfants ont grandi en sachant que la colère était une émotion valide, qu'elle pouvait être exprimée sans violence, qu'elle n'avait pas besoin d'être réprimée. Voilà le pouvoir du travail d'intégration. Vous vous guérissez et vous guérissez ce qui vient après vous. Mais il existe quelque chose de plus profond que je veux partager. Jung percevait que les relations répétitives avaient un but. Ce n'étaient pas seulement des problèmes à résoudre, c'étaient des invitations à la croissance. Chaque personne qui entre dans votre vie en portant votre schéma est une opportunité de voir ce que vous ne pouviez pas voir, d'intégrer ce qui était séparé, de devenir plus entier. La perspective change tout. Au lieu de demander pourquoi cela m'arrive, vous demandez pourquoi cela arrive.
Et la réponse est presque toujours pour vous montrer quelque chose sur vous-même que vous n'avez pas encore intégré. Ce type de contenu, cette profondeur d'analyse qui unit Jung et Huberman, n'est pas disponible n'importe où. La plupart des chaînes restent à la surface, répètent des clichés, offrent des solutions rapides qui ne fonctionnent pas. Ici, chaque vidéo représente des heures de recherche, lecture de textes originaux, synthèse de neurosciences et de psychologie profonde. Si ce contenu fait une différence dans votre vie, considérez cliquer sur le Super Thanks juste en bas. Ce n'est pas une obligation. C'est une façon pour vous de participer activement à ce travail, de dire que vous valorisez la profondeur, que vous voulez voir plus de contenu comme ça. Quand vous soutenez, vous ne contribuez pas seulement à une chaîne. Vous investissez dans la connaissance qui peut transformer des vies, la vôtre et celle d'autres qui vont trouver ce contenu. Pensez-y comme un cycle positif. Plus il y a de soutien, plus il y a de ressources pour la recherche, plus il y a de recherche, plus il y a de contenu de qualité, plus il y a de contenu, plus il y a de personnes aidées. Revenons au thème. Il existe une dernière perception de Jung que je dois partager. Il a réalisé que quand vous intégrez finalement un schéma, quand il perd du pouvoir sur vous, quelque chose de curieux se produit. Vous arrêtez d'attirer ces personnes. Elles arrêtent simplement d'apparaître dans votre vie. C'est comme si l'univers réalisait que vous avez appris la leçon, que vous n'avez plus besoin de répétition. Et de nouvelles personnes commencent à apparaître, des personnes qui correspondent à votre nouveau niveau de conscience. Ce n'est pas de la magie, c'est une sélection inconsciente modifiée. Vous émettez des signaux différents, attirant des schémas différents, créant des réalités différentes. Et la liberté qui vient avec cela est indescriptible. Les relations cessent d'être des champs de répétition de traumatisme et deviennent des espaces de croissance génuine, de connexion réelle, d'amour mature. Dans les commentaires, je veux savoir, quel est le schéma qui se répète dans vos relations? Quel type de personnes continuez-vous d'attirer? Partagez, parce que quand vous articulez le schéma, il commence à perdre du pouvoir. Et vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas seul, que d'autres vivent le même cycle. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé jusqu'à la fin, cela en soi est significatif. Votre inconscient vous a amené à ce contenu pour une raison. Quelque chose en vous est prêt pour ce changement. La question est de savoir si vous allez agir. Jung a dit quelque chose qui résume tout. Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le sort. Il est temps d'arrêter d'appeler cela le sort. Il est temps de prendre les rênes. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo. Et prêtez attention à qui vous attirez.